Le dieu de la création avait 3 enfants, Tamu, Gayu et Rungwa, qui incarnaient respectivement le feu, la terre et l'or. La fratrie se livrait une guerre incessante pour dominer le monde. Dans l'espoir d'apaiser les tensions, Dieu donna naissance à une entité aquatique nommée Chiyo. Sans délai, Chiyo entreprit sa mission. Il offrit son sang à Tamu, ses yeux à Gayu et ses mains à Rungwa. Pourtant, loin de manifester de la gratitude, les 3 frères démembrèrent son corps pour s'en approprier chacun une partie. Une colère divine s'abattit alors sur ces ingrats. Leur père, devant le repentir tardif de ses fils, leur déclara que la souffrance ne les quitterait plus désormais. Il ajouta que leur salut ne pourrait venir que de Chiyo, dont la mission porterait à jamais l'empreinte sacrée du Créateur. Dans le village de Ganak, berceau du peuple Chiyo, la jeune et ravissante Bayan revenait de la chasse en fredonnant une chanson populaire évoquant la poursuite du soleil. La journée avait été fructueuse, mais la joie qui éclairait son visage s'éteignit lorsqu'elle aperçut un jeune homme aux cheveux cendrés posté sur son chemin qui la salua avec chaleur. Elle l'appela par son nom, Jahan, et lui demanda ce qu'il faisait là. Le jeune homme lui tendit un morceau de viande, expliquant qu'elle n'avait pas reçu sa ration. Bayan, hésitante, lui rappela que le chef du village n'était pas indulgent et qu'il devait cesser de voler des provisions pour une dégénérée comme elle. Jahan insista, lui interdisant de se rabaisser et affirmant qu'elle était la meilleure guérisseuse de la région. Mais Bayan, indifférente à ce compliment, rétorqua qu'elle ne savait pas utiliser son don et le congédia en lui ordonnant de ne plus revenir. Avant de partir, Jahan lui glissa que sa mère semblait souffrante. Elle lui cria qu'elle le savait parfaitement et que cela ne le regardait pas. Le jeune homme s'éloigna sans ajouter un mot. De retour chez elle, sa mère lui fit remarquer qu'on l'entendait de loin, ses cris ayant effrayé les animaux de la forêt. Bayan, encore agitée, répondit que c'était à cause de Jahan, qui l'exaspérait. Sa mère l'exhorta à faire attention au couteau qu'elle tenait, précisant que, bien qu'aveugle, elle entendait parfaitement. Bayan contempla le morceau de viande, partagé entre l'envie de le rejeter et la nécessité de nourrir sa mère. Les chasses étaient rarement abondantes, et l'hiver rendait le gibier encore plus rare. Seuls ceux qui participaient aux travaux collectifs recevaient une part de nourriture, mais une Chiyo noire comme elle n'était la bienvenue nulle part. Sa mère avait perdu son don de guérisseuse en même temps que la vue, et les maigres rations qu'elle obtenait ne suffisaient pas, d'autant que sa santé déclinait jour après jour. Bayan l'invita à manger, et sa mère, trouvant l'odeur appétissante, accepta. La jeune femme insista pour qu'elle en prenne davantage. Elle ne voulait pas fuir sans elle, car les autres la considéraient comme un fardeau. Au pire, elle l'emporterait sur son dos. Sa mère, percevant son regard fixe, lui fit remarquer que son intuition de chamane demeurait intacte. Bayan sourit et la taquina en la traitant de frimeuse. Plus tard, dans la nuit, elle rêva qu'elle quitterait cet endroit tôt ou tard. Le peuple Chiyo possédait le don de guérison. Ils unissaient leurs pouvoirs pour les enfermer dans de petites jarres, créant ainsi le Riona, source miraculeuse et principale richesse du village. Mais il arrivait que naissent des Chiyo noirs, reconnaissables à leur chevelure d'ébène. Bien que doués, une mystérieuse dégénérescence les empêchait de soigner autrui, ce qui les exposait à la discrimination. Le lendemain, Bayan se rendit au lac, où elle aperçut un attroupement. Supposant que c'était dû au redout, elle voulut s'éclipser pour éviter les autres Chiyo, mais Saran et ses amis l'interceptèrent, la traitant de peste. Saran lui reprocha de ne pas les saluer, prétendant qu'elles étaient copines. Galmi et Yul, ses complices, affirmèrent que Bayan ne méritait pas son amitié et qu'il valait mieux l'ignorer pour réussir dans l'Empire. Bayan, surprise, demanda si Saran partait vraiment. Ses amis répondirent à sa place, révélant qu'elle avait été choisie comme concubine de l'empereur Tamu. Sa Majesté désirait une Chiyo, et les anciens avaient naturellement désigné la plus belle fille du village. Si elle parvenait à séduire le souverain, les taxes du village seraient réduites. Bayan se souvint que Tamu avait une réputation inquiétante, réputé fou allié. Elle demanda à Saran si elle en était certaine,
évoquant les empereurs qui avaient délaissé leurs favorites pour des servantes. Galmi et Yule rétorquèrent qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec Saran. Bayan répliqua que les goûts variaient, citant Yule, qui plaisait à de nombreux garçons. Elle fit ses adieux à Saran, ajoutant qu'elle prierait pour son succès, tout en pensant bon débarras, puis s'éloigna. Galmi et Yule murmurèrent que la dégénérée parlait par jalousie et qu'un grand destin attendait Saran. Celle-ci, intriguée, garda les yeux sur Bayan, la trouvant mignonne pour une chiot noire. Ses amis prédirent qu'elle finirait comme sa mère. Elles la regardèrent se faire harceler par des enfants du village qui lui jetaient des pierres. Quelques jours plus tard, Saran partit pour l'Empire sans prévenir ses amis. Lorsqu'elles apprirent le départ de Saran sans avertissement, Galmi et Yule se jetèrent sur Bayan, lui tirant les cheveux avec violence. Bayan pensa qu'elles auraient dû s'en prendre à Saran plutôt qu'à elle, tout en sachant que les marques de cette agression mettraient du temps à disparaître. Sur le chemin du retour, Bayan rencontra Danim, le représentant du village. Bien que surprise par sa présence, elle s'abstint de toute question directe. L'homme lui rétorqua qu'elle ferait mieux de s'occuper de ses propres affaires, se demandant intérieurement ce que le village avait fait pour mériter une paria aussi inutile que paresseuse. Le cœur lourd, Bayan promit de ne plus le déranger et poursuivit son chemin. Le chef du village, l'ayant observé avec attention, sembla soudain remarquer sa beauté. Il lui intima l'ordre de ne pas songer à fuir, lui rappelant tout ce que les villageois avaient fait pour elle. Il ajouta qu'elle connaîtrait la déchéance si jamais elle leur tournait le dos. Bayan répondit simplement qu'elle s'en souviendrait. Ganak jouissait d'une réputation d'excellence pour produire le meilleur riona de l'Empire. Cette renommée remplissait les voisins de fierté, et Danim y avait grandement contribué. Devenu le plus grand guérisseur de la tribu après l'explosion soudaine de ses pouvoirs dans sa jeunesse, il était à la fois vénéré et craint comme un roi par le peuple chiot. Le vieux chef souhaitait que l'existence de Bayan reste secrète, malgré les souffrances quotidiennes qu'elle endurait. Sa mère la surprit alors qu'elle était perdue dans ses pensées. Surprise, Bayan sursauta, ce qui fit remarquer à sa mère qu'elle était trop émotive. Celle-ci lui annonça qu'elle devait se préparer pour la saignée, ajoutant que le temps pourrait leur manquer. Bayan, intriguée, s'interrogea sur cette précipitation inhabituelle. Elle savait qu'il fallait respecter scrupuleusement la date du rituel pour éviter les effets indésirables, et se demanda si cela avait un lien avec la visite du chef. Sa mère lui ordonna d'obéir et d'aller chercher la bassine. Contrariée, Bayan marmonnait seule lorsqu'elle tomba à nouveau sur Jahan. Elle lui demanda ce qu'il faisait là. Le jeune homme, visiblement pressé puisqu'il n'avait même pas pris de manteau, voulait savoir si son père était passé et si elle était au courant de la nouvelle. Il lui expliqua qu'une délégation du village de Hanak arrivait pour le conseil des sages et que sa mère cherchait des cuisinières. Ils avaient pensé à Bayan. Celle-ci, soupçonneuse, fit le lien avec le comportement étrange de sa mère et de Danim. Elle était presque certaine qu'on tramait quelque chose. Elle refusa l'offre de Jahan, lui disant que sa compagnie ne lui attirait que des ennuis. Quand il la saisit par le bras pour lui avouer ses sentiments, elle le repoussa avec fermeté. Elle lui rappela qu'il avait de nombreuses admiratrices et qu'il ne cherchait probablement que le frisson de l'interdit. D'un ton sec, elle affirma qu'il n'était pas son genre et lui ordonna de la laisser tranquille, rejetant sa main avec force. Jahan s'éloigna en courant, visiblement peiné. Bayan se souvint alors des fois où il l'avait défendue pendant leur enfance, les larmes aux yeux. Le rituel de la saignée était nécessaire pour réguler le flux sacré. L'excès qui encombrait l'organisme devait être évacué par le sang. Bien que douloureuse, cette pratique était vitale pour Bayan, car sa dégénérescence ne lui laissait pas d'autre choix. Seule la saignée pouvait prévenir un débordement aux conséquences fatales. Sa mère, tenant le couteau, lui demanda si elle était prête. Une fois l'opération terminée, sa mère lui ordonna de verser le liquide dans la jarre. Bayan remarqua que le sang s'était encore évaporé et se demanda où il pouvait bien disparaître. En examinant le récipient, elle constata que le talisman était brisé. Elle se précipita vers sa mère,
qui lui expliqua que le sortilège du talisman avait cessé d'agir et que le don qui l'habitait allait croître, l'évolution ayant déjà commencé. Sa mère lui révéla qu'elle devrait désormais se purifier dans un Yongweolo tous les 15 jours. Bayan, ignorant ce que ce terme signifiait, chercha des explications. Sa mère lui décrivit un lac qui reflétait la lune. Bayan objecta qu'il n'existait aucune mare dans le village et qu'il se trouvait en plein hiver. Sa mère précisa alors qu'un étang bleu pourrait également convenir. Bayan voulut comprendre si cette baignade permettrait de maîtriser le surplus d'énergie divine et pourquoi sa mère ne lui en avait jamais parlé auparavant, ce qui leur aurait évité cette corvée mensuelle pénible. Sa mère resta silencieuse. Bayan insista, lui demandant d'être franche, soulignant que sa mère vieillissait et que ses mains tremblaient parfois, signe qu'elle n'était plus de la première jeunesse. Sa mère lui interdit de dire des sottises et lui ordonna d'aller dormir. Elle se dirigea vers la porte, annonçant qu'elle allait ajouter du bois dans le foyer avant de refermer la porte derrière elle. Bayan, fiévreuse, espéra que ses symptômes disparaîtraient rapidement. La saignée la rendait toujours malade, son don d'auto-guérison se mettant provisoirement en pause et sa convalescence durait au moins 3 jours. Elle restait donc coupée du monde pendant cette période. Quelques jours plus tard, les villageois accoururent à la nouvelle de la découverte du corps de Saran. Les rumeurs prétendaient que Tamu était aussi fou que sa réputation le laissait entendre. Les villageois s'empressèrent de recouvrir le corps. Les chefs annoncèrent que Tamu avait exigé une autre vierge pour remplacer Saran, ajoutant que la malheureuse risquait de subir le même sort. Le dilemme était terrible. Le village serait rasé s'il ne satisfaisait pas Tamu. Un ancien proposa d'envoyer la fille qui avait été en compétition avec Saran, mais ses parents, pris de peur, s'y opposèrent fermement. Pendant ce temps, Bayan courait après un lapin. Elle était partie chercher des herbes comestibles, mais le lapin lui semblait bien plus appétissant. Elle regretta de ne pas être équipée, son lance-pierre lui aurait permis de s'en emparer facilement. Elle suivit l'animal à travers une grotte, motivée par l'idée d'un repas de viande pour le soir. De l'autre côté de la grotte, elle découvrit une nature verdoyante et aperçut un magnifique lac bleu, exactement comme sa mère le lui avait décrit. Elle se souvint de ses paroles et se réjouit d'avoir trouvé un lieu qui répondait aux conditions de son nouveau rituel. Elle se promit d'y revenir à la prochaine pleine lune. Elle ne trouva cependant aucune trace du lapin blanc qu'elle poursuivait et commença à s'inquiéter. Entendant des murmures, elle demanda qui était là, avant d'apercevoir un homme couvert de sang, une épée à la main. Bayan, surprise et effrayée, entendit l'homme murmurer qu'il avait soif et demander à boire. Elle se demanda qui il était, constatant qu'il semblait en mauvaise posture. Remarquant que l'épée qu'il tenait était couverte de sang, elle tenta de fuir, mais l'homme la rattrapa et la serra contre lui. Bayan se débattit, perdit l'équilibre et tomba accidentellement dans le lac. Se rappelant qu'elle ne savait pas nager, elle appela à l'aide. L'inconnu se contenta de l'observer, les bras ballants. Elle lui cria qu'il n'avait pas de cœur, puis se réveilla brusquement dans son lit, sa mère à son chevet. Celle-ci lui fit remarquer qu'elle avait eu un sommeil agité et lui conseilla de boire de l'eau pour se remettre. Bayan, soulagée que ce ne fût qu'un rêve, confia à sa mère qu'elle avait cru vivre ses derniers instants. Sa mère lui répondit qu'elle était en bonne forme pour quelqu'un qui venait de dormir 3 jours. Bayan sursauta, réalisant soudain la durée de son sommeil, et s'excusa auprès de sa mère pour l'avoir laissée sans aide pendant 6 jours. Sa mère la rassura en lui disant que Jahan s'était occupé de tout, entretenant le feu et veillant sur elle. Sa gentillesse l'avait touchée. Bayan se souvint alors de la manière dont elle l'avait repoussé et ne sut quoi répondre. Elle remarqua le talisman posé sur son lit et regretta qu'il fût déchiré. Elle expliqua à sa mère qu'il l'avait conçu pour lui procurer de beaux rêves, qu'elle avait au contraire fait un cauchemar terrifiant. Cet homme lui avait fait une peur bleue. Sa mère lui répondit qu'elle ne devait pas juger trop vite, car les bénéfices d'un rêve se révélaient parfois avec le temps. Elle lui ordonna ensuite d'aller prendre un bain. Bayan remarqua que Jahan avait chauffé de l'eau pour elle, mais refusa de l'utiliser, affirmant qu'elle ne lui avait rien demandé. Elle choisit plutôt de se laver à l'eau glacée, mais poussa un cri dès que le liquide froid toucha son visage.
L'hiver était rude dans les montagnes, la neige atteignant souvent la hauteur d'un adulte. Leur maison se retrouvait isolée après chaque tempête, rendant indispensable de faire des provisions à l'avance. Bayan se rendit au village pour la distribution et vit que c'était le père de Yule qui tenait le comptoir. Elle supposa que cet homme grincheux la chasserait probablement, même si elle espérait au moins obtenir 2 semaines de vivres. Le père de Yule la remarqua et lui demanda ce qu'elle faisait là. Elle répondit qu'elle venait chercher sa ration, notant que le sac semblait bien rempli. À sa surprise, le père de Yule lui dit qu'il avait appris que sa mère était malade et qu'il leur avait ajouté un supplément de céréales et de viande. Il lui demanda de préparer un bon plat revigorant pour sa mère et lui ordonna de partir. Bayan le remercia avec un sourire et s'éloigna. Dans son enfance, quelques rares villageois avaient pris sa défense, parmi lesquels le père de Yule. Bayan l'avait longtemps considéré comme un héros, au point de souhaiter secrètement qu'il fût son véritable père. Son geste inattendu lui rappela ces temps révolus où il la protégeait. Reprenant sa marche, elle se remit à chanter la vieille chanson populaire sur le soleil, jusqu'à ce que Galmi, qui la suivait, lui reproche de l'ignorer. Bayan répondit qu'elle ne l'avait pas entendu approcher. Galmi déclara qu'elle chantait faux, ajoutant que, heureusement, le ridicule ne tuait pas. Elle tendit alors quelque chose à Bayan, prétendant que c'était de la viande. Méfiante, Bayan s'interrogea sur l'état de la viande. Galmi, furieuse, la jeta au sol, affirmant que c'était une erreur de montrer de la gratitude à une vulgaire dégénérée. Bayan trouva son caractère insupportable et chercha à comprendre les raisons de cette soudaine générosité. Galmi lui révéla alors que Saran était morte, assassinée par l'empereur Tamu, son corps rendu en 5 morceaux. Elle décrivit la douleur de la mère de Saran et précisa que le souverain avait également massacré les nouvelles servantes. Seule Saran avait eu droit à des funérailles, en raison de son statut de concubine. Galmi remercia Bayan, expliquant qu'elle et Yule lui devaient à la vie. Elle sous-entendit que leur présence aurait pu éclipser Saran, poussant celle-ci à partir seule. Bien qu'elle considérât Bayan comme une bonne à rien, elle reconnaissait qu'elle s'était finalement montrée utile. Ne supportant pas d'être redevable, Galmi cherchait un moyen de la remercier. Elle lui confia que le village avait récemment tenu un conseil des sages réunissant plusieurs tribus. Le père de Yule était entré dans une colère noire lorsque l'empereur avait exigé une remplaçante. Les anciens avaient d'abord pensé à Yule, mais son père avait menacé de quitter le village. Considérant son importance en tant que guérisseur, ils avaient fait marche arrière. Galmi conclut que Yule avait de la chance d'avoir un tel père. Bayan, intrigué, s'étonna de ne pas savoir que le père de Yule était si puissant, lui qui peinait autrefois à soigner une simple égratignure. Elle demanda si un autre village fournirait une remplaçante. Galmi répondit que les discussions se poursuivaient, mais qu'il sacrifierait probablement le maillon le plus faible de la communauté. Elle avoua avoir une idée de la personne concernée, sans vouloir en dire plus. Bayan, pressée, annonça qu'elle avait du travail. Galmi rétorqua qu'elle devait être heureuse d'être dispensée de saigner, qualifiant le rituel des Noireaux de répugnant et une preuve supplémentaire de leur monstruosité. Elle révéla que beaucoup connaissaient son secret et que certains y avaient même pris goût. De retour chez elle, Bayan ne trouva nulle trace de la jarre, malgré ses recherches minutieuses. Elle réalisa alors qu'au fil des années, les villageois avaient bu son sang. Affolée, elle courut prévenir sa mère, qui lui reprocha de crier. Bayan insista, expliquant qu'elle l'avait enterrée dans l'arrière-cour. Sa mère la rassura, supposant que Danim ou le père de Yule l'avaient prise. Bayan, stupéfaite, demanda si sa mère savait que les villageois se partageaient son sang. Celle-ci confirma, précisant que le liquide amplifiait leur don de guérison, agissant comme un fortifiant. Les grands guérisseurs tiraient leur pouvoir de son sang, ce qui expliquait qu'elle fût surveillée comme une prisonnière. Sa mère l'invita à se mettre à leur place, eux qui craignaient de perdre une source d'énergie si précieuse. Le cœur lourd, Bayan comprit qu'on s'était servi d'elle tout en la méprisant, tandis que sa mère refusait systématiquement ses propositions de quitter le village. Les larmes aux yeux, elle supplia sa mère de lui dire la vérité,
voulant savoir si elle l'avait vendue aux habitants. Sa mère l'invita à s'asseoir près d'elle, lui tapota doucement le front et lui fit remarquer qu'elle devait écouter ses propres paroles. Elle demanda quelle mère pourrait commettre un acte aussi terrible, expliquant qu'elle manquait de s'évanouir chaque fois que Bayan souffrait. Les yeux brillants d'émotion, elle avoua que Bayan représentait ce qu'elle avait de plus précieux au monde. Elle poursuivit en expliquant que les saignées avaient été nécessaires jusqu'à la fin de sa puberté. Bien qu'elle eût cherché d'autres solutions, aucune alternative n'existait. Après mûre réflexion, elle avait accepté que les villageois récupèrent son sang, en échange de quoi ils avaient promis de les laisser en paix. Bayan, anxieuse, pressa sa mère de continuer, s'inquiétant d'éventuelles menaces. Sa mère confirma que certains villageois craignaient que le secret de sa naissance ne soit révélé. Bayan révéla alors avoir surpris autrefois une conversation entre sa mère et Danim, où celle-ci lui hurlait qu'il était le père de Bayan, ce qu'il avait nié. Sa mère, visiblement choquée, affirma avec force que Danim n'était pas son père, lui prenant le bras pour insister sur ce point. Elle jura que Bayan n'avait qu'une seule parente et ne devait jamais en douter. Le visage durci par le souvenir, elle décrivit Danim, Shan Yungo et le père de Saran comme pires que des bêtes, les maudissant pour les violences qu'ils lui avaient infligées. Bayan, submergée par l'émotion, murmura qu'elle n'aurait jamais dû naître, trouvant cette vérité insupportable. Sa mère la serra alors contre elle, lui assurant qu'elle n'avait jamais regretté sa naissance, que Bayan n'avait apporté que du bonheur dans sa vie. Rongée par la culpabilité, Bayan se détestait, convaincue que sa mère aurait pu avoir une existence meilleure sans elle. Sa mère lui raconta alors qu'autrefois, elle avait été une chamane respectée, mais contrainte de s'effacer constamment au profit des autres. Terrifiée à l'idée que Bayan connaisse le même sort, elle avait bravé les interdits pour consulter l'oracle et choisir un meilleur destin pour sa fille, au prix de sa vue et de ses pouvoirs. Bayan, sceptique, affirma que ce sacrifice n'en valait pas la peine et voulut connaître les révélations de l'oracle. Sa mère lui décrivit un avenir où elle offrirait son fil bleu à un étranger porteur du fil rouge, une prophétie qu'elle jugeait parfaite pour elle. Bayan admit ne pas comprendre cette symbolique, se sentant bien éloignée de la sagesse de sa mère. Elle proposa à nouveau de quitter le village, refusant de continuer à vivre parmi les personnes qui avaient brisé sa mère. Prête à la forcer au besoin, elle rappela à sa mère ses propres paroles sur le bon destin qui l'attendait. Après un moment d'hésitation, sa mère accepta, tout en faisant remarquer que la tempête de neige rendait le départ immédiat impossible. Elle suggéra plutôt de partager un repas d'abord. Bayan, le cœur soudain plus léger, annonça joyeusement qu'elle irait préparer la viande fraîche. Mais une fois dans la cuisine, les paroles de sa mère résonnèrent à nouveau dans son esprit, ravivant sa colère. Elle réalisa avec amertume que le chef du village, le père de Yul, celui de Galmi et celui de Saran, avaient non seulement détruit sa mère, mais s'étaient aussi nourris de son sang. Alors que sa mère semblait avoir pardonné, Bayan, elle, ne pouvait oublier. Dans le silence de la cuisine, elle fit la promesse muette de se venger. Dans la cuisine, Bayan songeait que si elle suivait son instinct, elle irait immédiatement dénoncer les coupables. Elle imaginait une confrontation publique où elle exigerait des comptes pour leurs crimes, les forçant à s'agenouiller devant sa mère. Mais elle savait qu'aucun villageois ne la croirait. Ses adversaires étaient des notables respectés, tandis qu'elle n'était qu'une noiraude sans importance. Elle se promit que la chance finirait par tourner et qu'elle patienterait le temps nécessaire pour atteindre ses objectifs. Pour commencer, elle devait quitter la région avec sa mère, ne pouvant supporter l'idée qu'elle continue à côtoyer ces individus. Elle apporta le dîner à sa mère, lui servant une double portion de viande. Sa mère, percevant quelque chose d'inhabituel, lui tendit ses perles divinatoires, expliquant qu'elle les avait purifiées avec son aura et qu'elles appartenaient désormais à Bayan. Celle-ci objecta qu'elle ne savait pas s'en servir et qu'elles étaient propres à chaque chamane, mais sa mère insista pour qu'elle les garde. Elle révéla que ces perles pouvaient guérir tous les maux et que si elle les partageait avec son futur amoureux, rien ne pourrait les séparer. Sa mère souhaita que le ciel la protège,
puis demanda à Bayan de lui chanter une chanson. Après avoir mangé, elle lui recommanda de ne jamais se laisser aveugler par la colère, affirmant que sa vraie force se révélerait lorsqu'elle accepterait sa nature profonde. Bayan, surprise, trouva ces propos étranges et incompréhensibles. Soudain, sa mère se mit à cracher du sang d'une teinte brunâtre. Bayan, affolée, voulut la porter vers le village, mais la neige épaisse brouillait les pistes. Elle maudit son incapacité à activer son don de guérison. Sa mère reprit connaissance, lui demandant de ne pas pleurer. Bayan l'encouragea à économiser ses forces, promettant que les secours arriveraient bientôt. Sa mère murmura que sa naissance avait été une bénédiction, qu'elle l'avait rendue heureuse au-delà de toute mesure, et souhaita que Bayan vive selon son cœur. Ces mots résonnèrent comme un adieu dans l'esprit de Bayan. Sa mère lui caressa les cheveux, lui souhaita un joyeux anniversaire, puis s'assoupit pour ne plus se réveiller. Bayan cria à l'aide dans la nuit silencieuse, pleurant la perte de sa seule famille. Le lendemain, la tempête s'était calmée. Shan, le père de Yul, et Yungo, le père de Galmi, surveillaient le seul sentier praticable, espérant que Bayan ne leur avait pas échappé. L'un demanda à l'autre si le poison avait fait effet, ce à quoi son complice répondit qu'il en avait mis assez pour tuer un cheval, suffisant pour une chamane en fin de vie. Ils estimaient que le sang de Bayan, bien que moins efficace depuis qu'elle avait atteint l'âge adulte, ferait un excellent élixir, d'autant que l'empereur réclamait une nouvelle victime. Ils se félicitèrent de la protection divine qui semblait veiller sur le village, voyant là une récompense pour avoir toléré cette dégénérée si longtemps. Ils s'étonnèrent que la vieille chamane ne leur ait pas jeté de sort avant de mourir, inconsciente du sort qu'on lui réservait. Derrière un arbre, Jahan, qui avait tout entendu, resta là en silence. La folie meurtrière de l'empereur Tamu s'intensifiait. Les rumeurs prétendaient que ce souverain dépravé buvait sur les cadavres de ses victimes. Certains racontaient que la guerre l'avait fait basculer dans les ténèbres. Descendant direct du dieu du feu, comme ses prédécesseurs, la puissance qui l'habitait semblait désormais le consumer. Le père de Yul confia au père de Galmi qu'il préférerait se couper un bras plutôt que de livrer sa fille à ce sort, évoquant le triste exemple de Saran. Le père de Galmi admit que le départ de Bayan le contrariait. La jeune femme avait hérité de la beauté de sa mère et lui donnait des idées. Il suggéra de la déflorer avant de l'envoyer au palais. Soudain, Jahan émergea d'un buisson. Il les salua et leur transmit que son père les réclamait pour un projet confidentiel, les pressant de se hâter car sa patience était limitée. Il leur demanda s'ils devaient lui rapporter qu'ils étaient occupés. Les anciens répondirent qu'ils effectuaient une ronde en prévision d'une éventuelle avalanche. Jahan éternua et proposa de les remplacer, tout en les exhortant à se dépêcher car il avait déjà attrapé froid. Ils lui conseillèrent de se rapprocher du feu, mais il les rassura. Son père devait le soigner dans l'après-midi. Alors qu'il s'éloignait, les anciens commentèrent entre eux la faiblesse de Jahan pour la noiraude, ajoutant qu'il ignorait tout de leur plan et que son père saurait le remettre dans le droit chemin si nécessaire. Dès leur départ, Jahan se précipita vers la maison de Bayan. En arrivant, il constata que le foyer était éteint et supposa qu'elle avait déjà fui. Alors qu'il soupirait, il entrebâilla la porte et découvrit Bayan, terrifié, secouant le corps inerte de sa mère. Il se précipita vers elle, l'avertissant du danger et l'implorant de fuir. Bayan, furieuse, lui ordonna de ne pas la toucher et de partir, voulant rester seule avec son chagrin. Jahan insista que si elle restait, les villageois la livreraient à l'empereur Tamu. Bayan, la voix brisée, lui apprit la mort de sa mère. Jahan, après un moment de stupeur, lui présenta ses condoléances, tout en soulignant l'urgence de la situation. Bayan lui demanda d'ajouter du bois dans le foyer, expliquant que sa mère n'avait jamais supporté le froid. Il la pressa à nouveau de fuir, sinon son père et ses complices pouvaient arriver d'un moment à l'autre, et il l'avait désignée comme nouvelle concubine pour l'empereur, sachant pertinemment que toutes ses précédentes compagnes étaient mortes. Bayan objecta qu'elle n'était pas en état de voyager. Jahan l'examina rapidement, notant ses engelures, puis utilisa son don pour stimuler sa régénération. Une fois soignée,
Il lui conseilla de n'emporter que l'essentiel pour voyager plus léger. Bayan, remarquant ses progrès, lui demanda s'il les devait à son sang. Il jura ne l'avoir compris qu'après l'apparition de ses dons. Quand elle lui demanda pourquoi il avait continué, il s'excusa. Bayan se dirigea brusquement vers la cuisine où elle découvrit que la viande de la veille était empoisonnée et elle l'avait préparée sans méfiance. Jahan la supplia de se hâter, mais Bayan refusa catégoriquement de fuir. Elle déclara qu'elle ne se cacherait pas et qu'elle resterait à Ganak pour punir les assassins de sa mère. Bayan déclara que ces individus méprisables devraient subir le même sort que sa mère. Jahan lui fit remarquer que son projet était irréaliste, ajoutant que les villageois se moqueraient d'elle. Elle rétorqua qu'alors une autre fille partirait à sa place pour l'Empire. Jahan comprit qu'elle menaçait implicitement de se suicider. Il lui dit qu'elle ne résoudrait rien par des menaces et qu'elle devrait plutôt écouter la voix de la raison en prenant la fuite. Bayan, d'un ton sec, lui ordonna de partir s'il n'avait pas de meilleure idée, suggérant qu'il pourrait peut-être lui servir d'otage. Comme Jahan persistait, elle se tourna vers lui, un couteau à la main, l'accusant de complot avec les villageois. Elle mentionna que son père tenait un registre pour chaque famille et l'avait déjà falsifié à plusieurs reprises en sa faveur, soulignant que Shan lui avait remis un sac de provisions anormalement rempli, ce qui prouvait leur complicité. Jahan affirma qu'elle se trompait. Il avait été surpris par la quantité de nourriture, mais ignorait tout du poison. Il pouvait le jurer. Bayan lui demanda comment il savait que le problème venait de la viande, se demandant si son sang l'avait rendu devin, en plus d'améliorer ses talents de guérisseur. Jahan choisit alors de tout lui raconter. Il avait rendu visite à sa mère pendant sa maladie et lui avait fait part de ses soupçons concernant la distribution. Elle lui avait répondu de laisser le destin suivre son cours. Jahan expliqua à Bayan, encore incrédule, qu'il avait cru que sa mère avait un plan, mais qu'avec du recul, il avait réalisé qu'elle pressentait déjà sa mort. Bayan, furieuse, refusa d'y croire. Elle jugea ses explications tirées par les cheveux, affirmant que sa mère aimait la vie plus que tout. Elle demanda à Jahan la date actuelle. Quand il répondit que c'était la fin du premier mois de l'année lunaire, Bayan se souvint des paroles de sa mère sur le temps qui lui manquerait. Elle s'effondra à genoux, mais Jahan s'approcha aussitôt, lui demandant de se relever. Il comprenait sa tristesse mais insistait pour qu'elle parte, rappelant que sa mère s'était préparée à quitter ce monde. Des bruits de pas interrompirent leur conversation. Le chef du village arriva, accompagné des anciens, dont le père de Yul et le père de Galmi. Le chef ordonna à Jahan de s'écarter, mais ce dernier refusa, demandant qu'on épargne son ami. Le chef lui répondit que cette affaire ne le concernait plus, un représentant du palais venant chercher la noiraude dans quelques heures. Jahan proposa à son père une solution alternative. Il pourrait prétendre qu'elle s'était enfuie, forçant l'émissaire du palais à se rabattre sur quelqu'un d'autre. Le chef du village se tourna vers les anciens, déclarant que le jeune homme ne savait plus ce qu'il disait, probablement affecté par la fièvre. Il ordonna de l'éloigner de force. Le père de Galmi et le père de Yul immobilisèrent Jahan, qui protesta que Bayan ne méritait pas une telle fin. Il les accusa d'avoir assassiné sa mère et de se comporter de manière indigne pour des hommes se prétendant honorables. Son père lui ordonna de changer de ton, affirmant que la disparition de la chamane était nécessaire au salut de Ganak. Bayan, toujours à genoux, réalisa qu'elle aurait dû y penser plus tôt. Sa mère avait bravé l'interdit pour lire son avenir, sacrifiant ses yeux et sa vie pour lui choisir un bon destin. Se relevant, elle se porta volontaire pour partir, à condition qu'on libère Jahan. Le chef du village, surpris par ce soudain revirement, accepta sa proposition et ordonna aux anciens de relâcher Jahan. Il ajouta que les femmes du village prendraient le relais pour habiller et coiffer Bayan. Jahan tenta une dernière fois de la dissuader, mais Bayan lui confia le soin de s'occuper de sa mère avant de suivre le chef du village. En chemin, Bayan songea que sa mère s'était sacrifiée pour l'envoyer au palais. Elle trouverait un moyen d'écraser ses ordures, quel qu'en soit le prix. Elle voulait rendre sa mère fière. Plus tard, les femmes du village la préparaient et l'habillaient. Shan, incapable de détacher son regard de sa beauté, lui dit qu'il l'avait à peine reconnue. Il lui demanda si elle avait faim, lui ayant apporté de quoi se restaurer. Bayan refusa,
déclarant qu'elle ne tenait pas à mourir bêtement. Il la dévisagea, murmurant qu'elle était à croquer, avouant que même enfant, sa petite bouche le rendait fou et qu'il en rêvait la nuit. Shan déclara que la nature l'avait comblé de ses dons, avouant saliver chaque fois qu'elle apparaissait. Bayan comprit que sa prétendue gentillesse dissimulait des intentions inavouables. Elle l'avertit de rester à distance, sous peine de crier, mais il rétorqua que personne ne l'entendrait dans cette maison déserte. Alors qu'il s'approchait pour la toucher, Bayan lui mordit la main. Il s'apprêtait à user de sa force pour abuser d'elle lorsque Gairang, grand général de l'Empire, les surprit. Le général observa Bayan vêtu de sa tenue nuptiale et comprit immédiatement la situation. Il déclara que le peuple Chiyo manifestait décidément peu de respect pour la couronne, exigeant une explication immédiate. Le chef du village, arrivé sur ces entrefaites, maudit intérieurement la maladresse de Shan, cherchant désespérément un moyen de se sortir de ce mauvais pas face au redoutable bras droit de l'empereur. S'adressant aux deux hommes, Gairang rappela qu'une femme revêtant l'habit rouge envoyé par le palais accédait au rang de concubine impériale. Porter la main sur elle constituait un crime envers sa majesté. Shan s'inclina précipitamment, accusant Bayan de l'avoir séduit alors qu'il était ivre. Le général s'indigna qu'il ose traiter ainsi la future compagne de l'empereur. Le chef du village tenta de le défendre, présentant Bayan comme une dégénérée à la réputation sulfureuse. Le général, sceptique, demanda si c'était une femme de mauvaise vie qu'ils avaient choisie pour sa majesté. Se tournant vers Bayan, il sollicita poliment sa version des faits. Surprise qu'on lui demande enfin son avis, Bayan vit le chef du village tenter de dissuader le général de l'écouter. Gairang, d'un ton soudain glacial, rappela qu'il ne prenait d'ordre que de l'empereur lui-même. Danim et Shan, terrifiés, implorèrent sa clémence au nom de la rusticité montagnarde. Ignorant leur platitude, le général insista pour entendre Bayan. Celle-ci proposa un marché, une faveur en échange de son témoignage. Le général accepta, sous réserve de pertinence. Bayan exprima alors son désir de voir ces deux hommes et leurs complices mis à mort. Après clarification, elle précisa qu'elle ne demandait pas au général de les tuer lui-même, mais simplement de les lui livrer avec son épée, puis de monter la garde pour assurer son intimité vindicative. Le général, impressionné, comprit que cette Chiyo noire endossait son rôle de concubine sous la contrainte. Conscient des injustices subies par ses semblables, il reconnut en elle le seul être digne d'intérêt dans ce village perdu. À Ganak, où le don de guérison déterminait richesse et statut social, les abus des puissants se perpétuaient dans une paix factice qui donnait froid dans le dos. Il informa Bayan qu'il lui accorderait sa requête, mais qu'il devait d'abord entreprendre un long voyage. Elle insista, mais il la rassura qu'elle obtiendrait satisfaction ultérieurement. Bayan répliqua qu'elle parviendrait à ses fins par ses propres moyens, ce dont le général ne doutait point. Le chef du village, impuissant, tentait de se convaincre que cette dégénérée n'avait plus longtemps à vivre. L'empereur, pensait-il, l'éliminerait comme les précédentes concubines, lui permettant bientôt de dormir sur ses deux oreilles,